On retrouve Jonathan Pierron, historien, politologue et spécialiste du Moyen-Orient. Merci d'être avec nous. La guerre est déclarée entre Israël et l'Iran? L'affrontement, en fait, a lieu depuis déjà de nombreux mois entre Israël et le régime iranien. On se souvient des frappes, d'ailleurs, qui, l'année dernière, à deux reprises, avaient touché les territoires réciproques, avec une attaque de drone, d'abord au printemps, et puis ensuite ces attaques de missiles. Ici, en fait, on est dans une nouvelle escalade, inédite, en fait, par son ampleur. On n'est plus dans des attaques isolées d'individus, comme on avait vu par le passé, notamment l'ingénieur nucléaire Farizadeh, ou dans des attaques de virus informatiques comme Stuxnet. On est en fait dans quelque chose qui visiblement a une préparation sur le temps long, dans des frappes aussi d'infrastructures nucléaires, même si encore on attend beaucoup d'informations, et aussi dans des personnes de premier rang qui sont ciblées. Souvenons-nous aussi en janvier 2020, les Américains avaient tué un haut responsable des gardiens de la Révolution, Qassem Soleimani. Ici, ce sont plusieurs hauts responsables, dont le chef d'état-major des armées. On est donc en fait dans une nouvelle séquence inédite par son ampleur et qui va encore certainement influencer le devenir dans la région pour les prochains mois. Oui, le général Soleimani qui avait été tué à Bagdad en Irak. Israël, c'est une première attaque là, israélienne. Est-ce que d'après vous, ça en annonce d'autres pour la suite, dans les jours qui viennent? C'est la question qui se pose. Benjamin Netanyahou a annoncé que la séquence allait se poursuivre. On se demande d'ailleurs en fait quels autres sites vont être touchés. Dans les premières informations qui arrivent, il semble pour le moment que ce ne soit en fait que le site de Natanz qui a été touché, qui sert en fait à un enrichissement de l'uranium. Et d'après les premières déclarations de l'AIEA et aussi des informations qui viennent du régime iranien, les dégâts sont limités. Et donc, en fait, le programme nucléaire iranien n'a pas été détruit en profondeur. D'autres sites, par exemple Fordoz, mais aussi des installations qui se trouvent à Ispahan, ont été épargnées. Donc, on n'est pas en fait dans une situation où aujourd'hui le programme nucléaire iranien est terminé, est mort. D'autant plus qu'il existe toujours l'expérience pratique scientifique. Des ingénieurs sont toujours en place, ils ont acquis des connaissances qui en fait ne disparaîtront jamais. Et donc, tout au plus, le programme nucléaire iranien est ralenti. Mais on est aussi dans une séquence particulière. Vous avez parlé en effet des négociations qui vont avoir lieu ce dimanche, mais il y a aussi un autre appel qui pourrait arriver à l'ONU via l'AIEA. En fait, ce sont des conclusions dans le cadre de l'accord nucléaire de 2015 qui est toujours en cours, en fait, qui considère que l'Iran a complètement déraillé en fait des critères de l'accord de 2015, et donc on pourrait voir en fait un retour des sanctions automatiques de l'ONU, ce qu'on appelle le snapback, avec donc une réactivation des sanctions internationales. Et donc, pourquoi est-ce que Israël frappe aujourd'hui? Ce sont en fait des questions qui se posent. Mais l'Iran a déraillé de l'accord. Rappelons quand même que Donald Trump, en 2015, l'ancien président qui était président américain, avait quitté cet accord de façon unilatérale. Il dure jusqu'à quand? Quand est-ce qu'il doit expirer cet accord, justement? L'accord conclu en 2015 avait été en fait conclu pour une période de 10 ans et il arrive à échéance en octobre de cette année. Donc c'est encore une fois une nouvelle deadline, un nouvel critère en fait qu'il faut prendre en considération parce qu'à partir du moment où il disparaît, en fait, on n'a plus de moyens d'action en fait internationaux automatiques contre l'Iran. Et donc ici, qu'est-ce qui va se passer en fait du côté du régime iranien? On est dans la situation où de nouvelles frappes vont directement viser le programme nucléaire. Il y a la menace aussi du retour automatique des sanctions, qui sont donc aussi appliquées par des partenaires iraniens comme la Russie et la Chine. Et aussi dans une situation où aujourd'hui l'Iran ne dispose plus d'alliés dans la région. La Syrie d'Assad s'est effondrée, le Hezbollah et le Hamas sont très affaiblis. Et donc, en fait, il reste peu de mesures en fait, de riposte et de réaction de la part du régime. Une attaque directe contre Israël, c'est aussi en fait amener une réaction directe des États-Unis contre l'Iran. Et donc, on peut se poser aujourd'hui la question si finalement l'Iran, acculé, poussé dans le dos, ne serait pas en fait poussé, finalement provoqué à se lancer dans l'acquisition de l'arme atomique. Et ça impliquerait quoi, par exemple? De quitter le TNP, le traité de non-prolifération nucléaire? C'est des menaces qui sont agitées. On a notamment vu aussi des tweets en fait récemment d'un des ingénieurs nucléaires tués cette nuit qui questionnait en fait la possibilité d'une sortie du traité de non-prolifération. Il faut bien se rendre compte en fait que si on arrive dans cette situation, c'est un effondrement en fait du régime de non-prolifération qui se réalise au Moyen-Orient, mais aussi avec des effets qui peuvent se ressentir sur l'ensemble de la planète. Et aussi dans une situation où on pourrait voir d'autres acteurs régionaux, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, peut-être aussi la Turquie, se lancer aussi dans le développement de leur propre programme nucléaire militaire. Et donc on est en fait dans une séquence inédite qui amène beaucoup de spéculations, beaucoup de questions, mais aussi beaucoup d'incertitudes
qui n'ont certainement pas se régler dans les jours ni les semaines à venir. En tout cas, sur un plan politique, le guide suprême Ali Khamenei vient d'annoncer qu'il nommait un nouveau chef d'état-major de l'armée iranienne après la mort du général Bagheri. Donc le régime a les moyens d'assurer la relève et d'assurer sa survie pour le moment. Tout à fait. Ici, on n'est pas en fait dans le même scénario que ce qui s'est passé quand Israël a frappé en fait le Hezbollah. On est dans une attaque contre un État. Même si les gardiens de la Révolution sont une force paramilitaire, il y a quand même encore des recrues qui sont derrière, il y a un renouvellement, il y a un état-major. D'ailleurs, c'est un des anciens assistants de Bagheri qui vient de la force navale qui aujourd'hui prend le relais à l'intérim. Et donc, l'Iran a des capacités. Donc, on n'est pas dans un scénario où le programme nucléaire est tué et où le personnel en place est décapité. Il va y avoir un renouvellement. Maintenant, la question qui se pose, c'est quelles vont être en fait les options prises par ce cœur de décision. On sait qu'il y a aussi une fibre ultranationaliste très forte au sein de certaines factions derrière la Révolution qui considèrent qu'il faut maintenant frapper, qu'il faut aller de l'avant, qu'il faut acquérir l'arme nucléaire. L'expérience aussi acquise par des Bagheri, par des Salami, par des Shamkhani aussi, qui est un conseiller proche de Khamenei, aujourd'hui disparaît. Et donc, est-ce qu'on est aussi dans une évolution du pouvoir de décision iranien qui pourrait devenir jusqu'au boutiste? C'est un scénario aussi qui pourrait se présenter. Et entre l'Arabie saoudite et l'Iran actuellement, quel rôle peuvent jouer les États-Unis? On vient de voir en fait un communiqué des Saoudiens il y a un peu moins d'une heure qui condamne en fait l'action israélienne. On voit aussi qu'il y avait toute une série de volontés de rapprochement entre Washington et Riyad, avec une visite d'ailleurs de Trump qui avait été réalisée dans la région, où Trump d'ailleurs avait snobé en fait Israël. Maintenant, on se retrouve encore dans une situation instable. Ce qui serait curieux en fait de savoir, et aussi intéressant, c'est en fait par où sont passés les avions israéliens qui ont frappé l'Iran. On voit que pour le moment, la Jordanie aussi s'est opposée à l'arrivée des drones iraniens dans le courant de la matinée. Est-ce que les avions israéliens sont passés par l'Arabie saoudite? Qu'est-ce que ça pourrait aussi avoir comme conséquence en fait dans les relations de l'Iran avec ses voisins? Sont-ils passés par la Syrie ou par l'Irak ou par d'autres plateformes? Donc on voit encore qu'on est beaucoup dans des questions. Il va falloir aussi un peu dépoussiérer tout ce qui est en train d'arriver, de ne pas trop spéculer, parce qu'en effet, on est dans une séquence encore une fois inédite par son ampleur, avec énormément d'impact qu'il pourrait avoir aussi bien à court terme qu'à moyen terme. Mais en tout cas, c'est une nouvelle séquence de violence qui s'ouvre dans la région. Merci beaucoup, Jonathan Piron, pour votre décryptage sur France 24. Merci d'avoir été avec nous.